Tu n'es pas un mauvais jardinier. On t'a simplement appris à remplir le caddie au printemps avec des plantes qui n'étaient pas faites pour devenir un système. Une seule vivace bien choisie peut survivre à des dizaines d'achats de saison, revenir sans nouveau ticket de caisse pendant que la jardinerie attend ton retour. Le chemin est simple. Pivoine, lilas, vigne, pommier, poirier, figuier, olivier, pacanier, châtaignier de Chine et noyer noir. Ce ne sont pas 10 achats à empiler. Ce sont 10 façons d'arrêter de recommencer. Couleurs, parfums, fruits, ombre et durée. On connaît tous la scène. Le premier week-end d'août arrive et les entrées de Truffaut, Jardiland, Gamme Vert, Botanique, Leroy Merlin ou Castorama se remplissent de barquettes fleuries. Il y a des godets d'annuels, des plantes de balcon, des sacs de terreau et l'engrais spécial floraison posé juste à côté. On vient juste regarder. Puis on voit ce coin vide devant la maison, la jardinière triste sur la terrasse, et le caddie commence à se remplir. Le piège n'est pas que ces plantes soient tant mauvaises. Beaucoup sont utiles pour une saison, pour un pot, pour un effet rapide. Le piège, c'est de construire tout le jardin avec des plantes qui demandent à être remplacées. Et l'année suivante, on revient au même rayon, avec le même coin vide à réparer. En France, ce réflexe pèse dans le budget. En 2024, environ 70% des foyers ont acheté des végétaux. Le budget moyen d'un acheteur dépassait 109 € sur l'année et les plantes décoratives d'extérieur représentaient autour de 55,90 €. Si chaque printemps commence par une caisse à payer, ce n'est plus seulement du jardinage, c'est un cycle. L'ancienne logique était moins brillante en rayon, mais plus intelligente dans le temps. Elle ne demandait pas seulement « qu'est-ce qui est beau aujourd'hui ?», elle demandait « qu'est-ce qui peut revenir ici avec ce soleil, ce sol et cet espace pendant des années ?» Une annuelle donne vite. Une vraie vivace ou un arbuste garde une partie de sa force dans ses racines, sa couronne ou son bois. Elle ne recommence pas à zéro. Elle revient avec une mémoire. La pivoine montre cela mieux que presque n'importe quelle plante. On la voit encore près des vieilles maisons, dans les jardins qui n'ont pas besoin d'être redessinés tous les 3 printemps. Elle sort, elle fleurit, puis elle disparaît en hiver. Mais sous la terre, ses racines épaisses et sa couronne gardent l'énergie. Quand le froid est passé et que la lumière revient, elle remonte. Une pivoine bien installée peut vivre des décennies, parfois jusqu'à 100 ans. Selon la variété, elle atteint souvent environ 60 à 100 cm de haut. Ce n'est pas une petite fleur jetable, c'est une plante de place fixe. Elle aime les massifs ensoleillés, les bordures d'entrée, les anciens pieds de maison où le sol draine correctement. Elle peut donner des fleurs à couper et surtout revenir sans qu'on doive la racheter. Mais une plante solide peut échouer si on casse son mécanisme. Beaucoup de pivoines ne fleurissent pas parce qu'on les enterre trop profondément, parce qu'on les met dans trop d'ombre, ou parce qu'on les déplace tous les 2 ans. Ensuite, on achète un produit pour relancer la floraison, alors que le vrai problème n'est pas la fin. C'est la place, la lumière et la profondeur. Avec la pivoine, il faut accepter un autre rythme. La première saison, elle s'installe. La deuxième ou la troisième, la touffe devient plus forte. Une pivoine en jardinerie peut souvent coûter autour de 10 à 40 €. À côté d'une petite barquette, cela peut sembler plus cher. Mais la barquette revient chaque année. La pivoine divise son prix. Plus tard, si la touffe devient large, on peut même la diviser avec soin et créer une autre plante sans repasser à la caisse. Cela ne veut pas dire qu'elle convient partout. Dans une ombre profonde, dans une terre qui reste détrempée, ou pour quelqu'un qui veut un massif spectaculaire en un seul week-end, elle n'est pas la bonne promesse. Elle ne vend pas l'instant. Elle vend la durée. Le lilas raconte la même histoire, mais en plus grand. Là où la pivoine remplit un massif, le lilas construit un coin du jardin. Un vieux lilas près d'une clôture, ce n'est pas seulement des fleurs, c'est une odeur de printemps que l'on reconnaît avant de voir l'arbuste. C'est un écran léger. C'est une présence devant une maison ancienne. Dans de bonnes conditions, un lilas peut vivre 50 à 100 ans, parfois plus. Il aime le plein soleil, environ 6 heures de lumière directe ou davantage, et un sol qui ne garde pas l'eau autour des racines. Son parfum a du sens près d'un passage, d'une entrée ou d'une haie libre. Son erreur la plus fréquente est simple. On le traite comme un petit arbuste de rayon, alors que c'est une structure vivante. On le plante trop à l'ombre, puis on attend des fleurs. On le coince dans une bande étroite contre la façade, puis on se plaint qu'il gêne. On le taille au mauvais moment, puis on se demande pourquoi il fleurit moins. Si on taille trop tard, on peut enlever les futurs boutons sans s'en rendre compte. Un jeune lilas en France peut coûter quelques euros en petit plan, ou environ 20 à 60 € pour un arbuste plus développé. Un lilas bien placé peut éviter des années d'achat pour mettre quelque chose devant une clôture vide. Mais il faut lui laisser la place d'être un lilas. Avec le temps, un vieux sujet peut demander autour de 3 à 4 mètres et demi d'espace.
Planté comme une décoration temporaire, planté comme une architecture, il devient un actif vivant. La pivoine et le lilas enlèvent aussi un poids aux jardiniers. Beaucoup d'échecs ne viennent pas d'un manque de talent. Ils viennent d'un mauvais accord entre la plante et l'endroit. Une plante de soleil dans la mi-ombre ne devient pas heureuse parce qu'on ajoute de l'engrais. Une racine qui manque d'air dans un sol trop mouillé ne se répare pas avec un sac de terreau de plus. Le jardin n'est pas un examen. C'est une conversation entre un vivant et un lieu. Et ce lieu change selon la France où l'on jardine. Une bordure en Bretagne ne vit pas comme une cour en Île-de-France. Un jardin d'Alsace n'a pas le même hiver qu'une terrasse de Provence. On dit parfois qu'une plante va bien en France, mais la vraie question était plus précise. Va-t-elle bien dans ce coin précis avec ce vent, cette pluie, ce soleil, ce sol et ce microclimat ? Avant de remplir encore une fois le coffre avec des fleurs déjà ouvertes, choisis un seul endroit qui te coûte de l'argent chaque printemps. Regarde le soleil réel. Regarde si l'eau reste après une grosse pluie. Imagine la taille adulte, pas la photo de l'étiquette. Puis demande-toi si cet endroit a besoin d'une fleur pour quelques semaines, ou d'une plante qui peut revenir pendant 20, 40, 50 ans. Si c'est une tache de couleur durable dans un massif ensoleillé, la pivoine peut casser le cycle. Si c'est une limite vide, une clôture, une entrée sans présence, le lilas peut poser la première structure. L'idée n'est pas de bannir les annuelles, elles ont leur place. L'idée est de ne plus leur demander de porter tout le jardin. Parce qu'un jardin construit avec quelques bonnes plantes au bon endroit commence, lui, à revenir vers toi. Et quand on comprend que la beauté peut revenir seule, la question suivante arrive naturellement. Si une pivoine peut remplacer des années de couleurs achetées, et si un lilas peut remplacer des arbustes choisis dans l'urgence, pourquoi garder cette logique seulement pour les fleurs ? Le même soleil qui ouvre une pivoine peut fabriquer du sucre. La même patience qui installe un lilas peut installer une récolte. Dans beaucoup de jardins français le prochain endroit qui dort encore est une clôture ou un coin de pelouse qui pourrait nourrir la maison. Et souvent, ce coin existe déjà. Ce n'est pas forcément un verger. Parfois c'est une clôture en plein soleil, une pergola trop chaude en été, un mur bien exposé, ou un morceau de pelouse que l'on tond depuis des années sans qu'il donne autre chose que des sacs d'herbe. C'est là que le jardin change de nature. La pivoine et le lilas montrent qu'une plante peut remplacer l'achat répété de couleurs, mais une vigne ou un pommier vont plus loin. Ils ne reviennent pas seulement pour être beaux, ils fabriquent donc de l'ombre, du sucre, des fruits, des fleurs pour les pollinisateurs et une petite réserve de nourriture qui n'existait pas avant. La vigne, c'est peut-être l'exemple le plus français de cette logique. On l'imagine sur une treille, contre un mur chaud, au-dessus d'une terrasse avec quelques grappes qui mûrissent en fin d'été. Mais dans un jardin familial, on oublie parfois que la vigne n'est pas juste une plante que l'on pose, c'est une plante que l'on conduit. Terre Vivante conseille pour la vigne de table un endroit chaud, protégé, ensoleillé, avec un sol drainé où l'eau ne stagne pas. Une treille ou une pergola peuvent devenir productives si l'exposition est bonne. À l'est ou au sud, avec de la lumière et de l'air, la plante travaille. Dans un coin humide, serré, sombre, elle lutte. Et quand elle lutte, beaucoup de jardiniers achètent une solution. Un produit contre les maladies, un engrais spécial, un nouveau traitement. Alors que le problème de départ était souvent plus simple, trop peu de soleil, trop peu d'air, ou une vigne laissée sans taille jusqu'à devenir un grand paquet de feuilles. La vigne a besoin d'une main claire. Pas d'une main brutale, mais d'une main qui comprend que l'abondance sans structure devient désordre. Si on la laisse tout prendre, elle produit de longues pousses, elle sombrage elle-même, et l'air circule mal. Les grappes sèchent moins vite. Le jardinier pense que la plante est fragile, alors qu'elle est souvent trop libre au mauvais endroit. La taille n'est pas une punition. C'est ce qui transforme une plante vigoureuse en plante utile. En hiver, quand la vigne dort, on choisit ce qui portera la saison suivante. On garde la lumière et l'accès pour récolter. Au lieu d'acheter plus, on enlève ce qui empêche la plante de mieux donner. Un plant de vigne de table en France coûte souvent autour de 7 à 30 €. Si on le compare à une seule barquette de raisin, on rate l'idée. Il faut le comparer à des dizaines de saisons de fruits, de jus, de gelée, d'ombre sur une terrasse et parfois de boutures si la plante est saine. Dans un petit jardin, il vaut mieux prévoir large dès le début. Beaucoup de systèmes familiaux demandent environ 1,80 m à 2,50 m entre deux pieds, et une vigne peut courir sur 4,50 m à 6 mètres de support. Ce n'est pas une plante pour un treillis fragile, mais une charpente vivante. La première année, elle s'installe. La deuxième ou la troisième saison, les premières grappes peuvent arriver. Après 5 ou 6 saisons, si la taille et l'aération sont correctes, elle devient une vraie plante productive, pas un caprice de jardinerie.
Le pommier porte cette logique à une autre échelle. Une vigne transforme une clôture. Un pommier transforme un morceau de terrain. Il donne des fleurs au printemps, de l'ombre en été, des feuilles pour le sol en automne et des fruits quand le système commence à fonctionner. On ne plante pas un pommier comme on pose un pot fleuri. On plante une petite infrastructure. Et pourtant, beaucoup de pommiers échouent pour des raisons ordinaires. On achète une étiquette avec une belle pomme rouge, puis on met l'arbre dans un sol lourd, dans un creux froid ou à l'ombre d'une haie. On oublie le porte-greffe, la pollinisation et la taille adulte. Gamme Vert insiste sur un point que beaucoup découvrent trop tard. Pour obtenir des pommes, il faut souvent un pollinisateur compatible à proximité ou planter un autre cultivar qui fleurit au bon moment. Un pommier peut être en bonne santé, faire des fleurs et donner peu de fruits si le voisin biologique manque. Là encore, le problème n'est pas forcément l'engrais. Le problème, c'est que la plante n'était pas dans un système complet. Le pommier aime le plein soleil. Pas un peu de lumière quand il fait beau, mais assez de soleil direct pour fabriquer du sucre et nourrir les fruits. Il aime un sol fertile, mais surtout un sol qui respire. Dans une terre argileuse, ce n'est pas perdu d'avance, mais il faut éviter le trou qui devient une cuvette d'eau en hiver. Il faut aussi choisir la forme avec lucidité. Le pommier de plein vent a du charme, mais il demande de l'espace. Certaines formes en tige réclament environ 7 à 8 mètres. Une forme plus modeste peut tenir autour de 3 à 4 mètres, et une palmette peut convenir à un petit jardin. Le bon pommier correspond au lieu. Un jeune pommier en France se trouve souvent autour de 30 à 90 euros. Si on cherche une rentabilité en 12 mois, on sera déçu. Un pommier n'est pas un plant de tomates. La première saison, il s'installe. Sur une forme compacte, quelques fruits peuvent arriver après 2. Sur une grande forme, il faut souvent attendre davantage. Mais ce temps change le calcul. Un pommier ne rembourse pas son prix avec une récolte miracle. Il le rembourse en devenant une partie du jardin. Fleurs pour les insectes, ombre en été, branches à composter, fruits à cuisiner, et ce sentiment très simple que la nourriture peut venir d'un ancien coin de pelouse. Il faut rester honnête. Un pommier demande de l'attention. Les ravageurs existent, les maladies aussi. Dans une région humide, une variété résistante peut compter plus que la plus belle photo du catalogue. Le jardin naturel ne veut pas dire « je ne fais rien », il veut dire que l'on commence par les bases. C'est souvent là que la dépense baisse. Pas parce qu'on ne dépense plus jamais, mais parce qu'on arrête d'acheter des corrections pour une erreur de départ. Un arbre planté dans une poche d'eau demandera toujours plus d'efforts. Une vigne coincée dans une vivace n'est économique que là où son mécanisme peut fonctionner. Le plus important est de ne pas acheter l'arbre ou la vigne comme on achète une image. Avant le passage en caisse, il faut marcher dans son jardin avec la plante adulte en tête. Où ira le soleil en juin? Où l'eau reste-t-elle après une grosse pluie? Est-ce que le support tiendra dans 10 ans? Est-ce qu'un pommier compatible existe près de là? Ces questions semblent moins amusantes qu'une étiquette colorée, mais elles économisent de plus d'argent que n'importe quelle promotion. Le problème n'est pas de planter des tomates ou des salades chaque année. Il commence quand tout le jardin comestible dépend uniquement de plantes qui repartent de zéro. Une plante alimentaire vivace n'efface pas le potager annuel, elle le stabilise. Même si les tomates ratent une année, la vigne agrandit sa charpente. Même si les salades montent trop vite, le pommier construit. On ne remplace pas toute l'alimentation avec une seule plante. On retire simplement une partie du jardin de la roue des achats répétés. La première vraie récolte n'est même pas toujours un panier de fruits. Parfois, c'est le moment où l'on passe devant Truffaut, Jardiland, Gamme Vert ou Botanique, et où l'on réalise qu'un coin du jardin n'a plus besoin d'être réparé. Le jardin n'est pas fini, mais il ne repart plus de zéro. Et cette idée ouvre une porte pour ceux qui n'ont pas un grand terrain. Très bien pour une clôture solide ou un vrai jardin, mais que faire quand on a seulement une terrasse, un patio, un balcon ou un seul coin de terre disponible? La réponse ne consiste pas à abandonner les fruits. Elle consiste à choisir une autre échelle avec un arbre qui accepte la bonne forme ou un fruitier que l'on peut déplacer quand le froid arrive. C'est là que beaucoup de gens se trompent sur les fruits. Ils imaginent tout de suite le grand verger, les rangées d'arbres, l'échelle contre le tronc, les paniers pleins et les week-ends à tailler. Alors ils se disent que ce n'est pas pour eux, pas assez de terrain, pas assez de temps, pas le bon climat. Et ils retournent vers les achats au rapide, quelques plants de tomates, un bac de fraisiers, 2 sacs de terreau, puis on verra bien. Mais produire un peu de fruits chez soi ne commence pas toujours avec un verger. Parfois cela commence avec un seul poirier bien placé, ou avec un figuier dans un vrai grand bac posé contre un mur chaud que l'on peut protéger quand l'hiver arrive. C'est plus honnête avec l'espace disponible. Le poirier oblige à penser doucement.
Il ne promet pas un effet spectaculaire dans le mois. Il demande un coin clair, un sol profond, un drainage correct et un peu de patience. Dans un jardin familial français, surtout si l'on choisit une forme adaptée, il répond bien à cette question. Est-ce que je peux avoir un arbre fruitier sans transformer tout mon terrain ? Oui, mais pas n'importe comment. Un poirier aime le plein soleil. Il aime un sol frais, profond, qui ne reste pas gorgé d'eau. Il n'apprécie ni les terres trop sèches, ni les endroits où l'humidité stagne autour des racines. Et surtout, il n'aime pas les promesses peu trop rapides. Un jeune poirier peut donner ses premiers fruits après 2 à 4 ans dans certaines formes, mais les premières saisons servent d'abord à construire l'arbre. Les racines s'installent, les branches se placent, la silhouette se dessine. Ce qui semble lent au début est exactement ce qui rend l'arbre plus fiable ensuite. Le détail que beaucoup oublient, c'est la pollinisation. Acheter un seul poirier, le planter dans un coin à moitié ombragé, puis attendre des paniers de poires, c'est souvent préparer une déception. Beaucoup de poiriers donnent mieux avec une variété compatible à proximité. Gamme Vert rappelle l'importance de choisir des variétés capables de se polliniser entre elles. Ce n'est pas une complication. C'est simplement la façon dont l'arbre transforme une fleur en fruit. Le poirier a aussi un avantage discret. Il peut prendre plusieurs formes. Un arbre en gobelet ou en sion peut demander environ 3 à 4 mètres d'espace. Les formes vigoureuses peuvent monter autour de 7,50 m à 10 mètres, mais contre un mur en forme palissée, on peut réduire l'échelle et garder l'idée d'un fruitier sans imposer un grand arbre au terrain. Un poirier acheté en France se trouve souvent autour de 25 à 75 € pour un jeune sujet classique. On ne le compare pas à 1 kilo de poire. On le compare à des années de récolte possibles, à l'ombre légère, aux fleurs de printemps et à la sensation de cueillir un fruit que l'on n'a pas mis dans un chariot de supermarché. Il y a des limites. Les fleurs de poirier peuvent souffrir d'une gelée tardive, surtout dans un creux froid. Certaines années seront meilleures que d'autres. Un sol mal drainé peut faire plus de dégâts qu'un oubli d'engrais. Et si une maladie est courante dans le secteur, le choix de la variété devient plus important que le goût annoncé sur l'étiquette. Le figuier raconte presque l'inverse. Il montre que parfois, la meilleure solution n'est pas de forcer un fruitier dans le sol, mais de le garder mobile. Dans le sud de la France, en Provence, en Languedoc, dans le Roussillon, en Corse ou dans certains coins doux du sud-ouest, le figuier en pleine terre peut être très à l'aise. Plus au nord ou en zone froide, la question change. Ce n'est pas seulement est-ce que le figuier est rustique, c'est où va-t-il passer l'hiver. Gamme Vert conseille, pour les régions plus froides, de placer le figuier dans un endroit abrité, près d'un mur exposé au sud. Selon la variété, quand les températures descendent autour de -10 à -15 degrés, les parties aériennes peuvent souffrir. La plante peut repartir, mais on perd du temps, de la structure et souvent une partie de la future récolte. C'est là que le bac devient une stratégie. Pas un petit pot décoratif posé pour faire joli. Un vrai bac. Mayande recommande pour un figuier en bac au moins 50 cm de diamètre et de profondeur. Pour une plante plus installée, un volume d'environ 50 à 70 litres, ou davantage si l'espace le permet, devient beaucoup plus crédible. Le bac donne du contrôle. On peut rapprocher la plante d'un mur chaud, la mettre à l'abri d'un vent froid, ou la protéger pendant les périodes les plus dures. Mais un figuier en peau sèche plus vite qu'en pleine terre, et si le fond ne draine pas, ses racines peuvent souffrir d'un excès d'eau. Beaucoup meurent dans un joli contenant trop petit, avec une terre lourde, sans vrai passage pour l'eau. Le figuier veut du soleil. Un mur sud ou sud-ouest peut faire une vraie différence. Il veut une terre qui laisse passer l'eau, pas une soupe compacte. En bac, un mélange simple suffit souvent mieux qu'un produit compliqué. Le point est de donner aux racines de l'air, de l'espace et une humidité régulière sans les noyer. Un jeune figuier en pépinière coûte souvent autour de 20 à 60 €. Ce n'est pas une plante qui va supprimer la facture alimentaire d'une famille. Mais quelques figues mûres, cueillies sur une terrasse, ont une valeur différente. Les figues fraîches sont saisonnières, souvent chères et pas toujours aussi bonnes une fois passées par le transport. La première saison, le figuier s'installe. S'il est déjà fort, il peut offrir quelques fruits. Après 2 ou 3 saisons, avec un bon bac, une bonne exposition et une vraie protection hivernale, il peut devenir plus régulier. Mais il ne faut pas lui demander une performance de verger, dans un pot de décoration. C'est une erreur fréquente, acheter un figuier parce qu'il porte 2 fruits en rayon, le garder dans un pot étroit, le placer dans une mi-ombre fraîche, puis se demander pourquoi il ne devient pas productif. Là encore, la plante n'a pas échoué. On lui a demandé de vivre dans une version trop petite de son monde. Le poirier et le figuier donnent 2 leçons différentes. Le poirier est un investissement enraciné. Le figuier en bac est une stratégie mobile.
On l'utilise pour créer un microclimat, surtout quand le terrain ou la région ne donne pas naturellement les bonnes conditions. Dans les deux cas, le fruit ne vient pas d'un raccourci. Il vient d'une plante qui reçoit assez de soleil pour nourrir ses fruits, assez de place pour ses racines, assez de drainage pour respirer et assez de temps pour construire son bois. Le magasin peut vendre un arbre en une journée, mais le bois qui portera les récoltes doit pousser saison après saison. La vraie économie ne se voit donc pas forcément la première année. On peut avoir seulement un poirier qui reprend bien ou un figuier qui passe son premier hiver. Cela peut sembler modeste. Pourtant, c'est déjà différent d'un achat qui disparaît à la fin de l'été. La plante est encore là. Le cycle n'est pas reparti à zéro. C'est ainsi qu'un petit espace devient productif. Pas en copiant une ferme, pas en achetant 10 arbres d'un coup, mais en donnant une vraie chance à une plante qui correspond au lieu. Une poire dans le jardin et quelques figues sur la terrasse ne rendront pas une maison autosuffisante. Elles prouvent que la nourriture peut entrer dans le paysage ordinaire. Et une fois que cette idée est installée, il devient plus facile de voir le piège suivant. Certaines plantes sont vendues avec une image si forte qu'on oublie de leur demander si elles appartiennent vraiment à notre climat. Un olivier sur une terrasse froide ou un grand arbre à noix dans un petit jardin peuvent avoir l'air d'un rêve de longévité. Mais une plante de légende placée au mauvais endroit ne devient pas un héritage. Elle devient une dépense qui attend son tour. C'est exactement ce qui arrive avec l'olivier. On le voit partout en photo, un bac en terre cuite, une terrasse claire, un mur chaud, un peu de gravier, et tout de suite le jardin paraît plus méditerranéen. Chez Truffaut, Jardiland, Gamme Vert ou Botanique au printemps, il est difficile de ne pas s'arrêter devant un jeune olivier. Il a l'air ancien même quand il est petit. Il promet le sud, le calme, la sécheresse maîtrisée, la plante robuste qui ne demande presque rien. Mais l'olivier ne lit pas l'étiquette. Il ne sait pas qu'il est censé donner un style à la terrasse. Il sent seulement la lumière, l'eau autour de ses racines, le froid humide, le vent et la durée de l'hiver. Dans le bon coin de France, c'est une plante magnifique. En Provence, sur la côte d'Azur, en Corse, dans le Languedoc-Roussillon ou dans un microclimat abrité, il peut devenir un vrai compagnon de jardin. Il aime le plein soleil, les sols drainés, même caillouteux, et les étés secs une fois qu'il est bien installé. Le malentendu commence quand on entend « résistant à la sécheresse » et qu'on traduit cela par « résistant à tout ». Ce n'est pas la même chose. Un olivier peut mieux supporter un été sec qu'un sol froid et détrempé en hiver. Il peut souffrir moins d'un manque d'eau que d'un excès d'eau. Beaucoup de plantes méditerranéennes meurent ainsi dans des régions où la pluie reste longtemps dans la terre, non parce que le jardinier n'a pas assez aidé, mais parce que les racines n'ont jamais eu les conditions pour respirer. Dans un bac, l'olivier peut fonctionner, surtout quand on a besoin de le déplacer ou de le protéger. Mais un olivier en pot dans le nord de la France n'est pas une plante sans souci. Il faut un contenant lourd et drainant, de la lumière, un endroit protégé en hiver, et surtout ne pas l'enfermer dans un coin sombre de la maison comme si c'était une plante d'intérieur. S'il manque de lumière et que la terre reste humide, il s'épuise autrement. Un olivier en France peut coûter autour de 30 à 150 euros, et bien plus quand il est âgé ou très formé. Dans un climat adapté, cette dépense peut devenir une vraie présence durable. Dans un climat froid, humide, sans abri ni plan d'hiver, le même achat peut devenir un remplacement, une installation compliquée, ou un pot mort que l'on garde trop longtemps sur la terrasse parce qu'il a coûté cher. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais planter d'oliviers hors du sud. Cela veut dire qu'il faut acheter la réalité, pas l'image. Si la terrasse est ensoleillée, protégée du vent, avec un mur chaud, et si l'on accepte de gérer l'hiver avec sérieux, l'olivier peut avoir sa place. Si l'endroit est sombre, humide, exposé au gel et que le bac n'a pas de drainage, mieux vaut économiser l'argent pour une plante qui aimera ce coin-là. La même leçon revient avec le pacanier, mais à une taille beaucoup plus grande. Le pacanier ne vend pas le décor méditerranéen. Il vend l'idée du grand arbre utile, des noix, de l'ombre, une présence de ferme, une forme de patrimoine vivant. On l'imagine au fond d'une grande parcelle avec une couronne large et des récoltes qui reviennent année après année. En France, il faut pourtant parler du pacanier avec prudence. Ce n'est pas un arbre de petit jardin ni une solution classique pour tous les terrains. Des projets autour de la Nouvelle-Aquitaine et de la filière French Pécan montrent un intérêt réel pour cette culture dans certaines zones. Mais cet intérêt ne transforme pas le pacanier en arbre universel. Le pacanier aime les étés chauds, les hivers plus doux, le plein soleil et surtout les sols profonds. Il développe une racine puissante qui cherche loin. Un arbre comme celui-là ne vit pas dans les mêmes contraintes qu'un petit fruitier palissé. Il a besoin d'espace au-dessus, d'espace dessous, et d'années devant lui. Sans taille, il peut atteindre environ 20 à 30 mètres.
Ce chiffre change tout. Un jeune plant dans un pot tient dans un coffre de voiture. L'arbre adulte, lui, peut devenir l'une des plus grandes structures du terrain. Il ne faut pas le placer près d'une maison, d'une ligne électrique, d'une fosse septique, d'une allée ou d'un coin à garder ensoleillé. Le pacanier n'est pas un arbre que l'on glisse dans une bordure. C'est un arbre autour duquel on dessine un avenir. Le prix du plant n'est pas toujours le vrai sujet. Un jeune pacanier peut coûter autour de 30 à 100 euros ou davantage selon le format. Cela peut sembler raisonnable pour un arbre à noix. Mais si l'endroit est trop petit, trop froid, trop compacté, ou si le sol n'est pas assez profond, le coût réel apparaît plus tard. Croissance lente, absence de récolte, taille difficile, ombre mal placée, conflit avec les bâtiments. C'est là que la sobriété devient une compétence de jardinier. On peut avoir envie d'un arbre utile et quand même décider de ne pas l'acheter. C'est éviter de planter une dette vivante. Un arbre qui ne correspond pas au terrain ne devient pas plus raisonnable avec le temps, il devient simplement plus grand. Pour celui qui a une grande parcelle, un climat doux, un sol profond et de la patience, le pacanier peut devenir un très bel arbre de long terme. Les premières années, il faut surtout l'aider à s'installer. Arrosage profond si besoin, protection contre l'herbe au pied et emplacement qui ne sera pas regretté. Les récoltes ne sont pas l'affaire d'un seul printemps. C'est une plante pour des horizons plus longs. Il peut aussi avoir besoin de variétés compatibles pour mieux fructifier, selon le contexte. Un arbre alimentaire n'est pas seulement un objet planté, il fait partie d'un système de pollinisation, de sol, de chaleur et de saison. S'il manque une pièce, on peut avoir un arbre vivant mais peu productif. L'olivier et le pacanier montrent deux versions de la même erreur. Avec l'olivier, on peut acheter un climat que l'on n'a pas. Avec le pacanier, on peut acheter un espace que l'on n'a pas. Dans les deux cas, la plante n'est pas mauvaise. Elle est simplement placée dans une histoire qui n'est pas la sienne. Avant d'acheter ce genre de plante, il faut poser des questions simples. Est-ce que l'endroit reçoit vraiment du soleil direct ? Est-ce que le sol se vide correctement après la pluie ? Est-ce que l'hiver sera humide ou seulement froid ? Est-ce que l'arbre adulte aura encore sa place dans 20 ans ? Est-ce que je peux accepter la taille, les feuilles, l'ombre, les fruits, les pertes et les soins des premières années ? Ces questions ne retirent pas le plaisir. Elles évitent le regret. Le plaisir d'un jardin durable vient aussi de ce que l'on a eu la sagesse de ne pas planter. Un olivier dans le bon microclimat peut être un vrai bijou vivant. Un pacanier dans une grande terre chaude peut devenir une pièce forte du paysage. Mais la beauté de ces plantes dépend de leur accord avec le lieu. Le jardinier qui comprend cela devient moins vulnérable aux photos parfaites. Il regarde une plante en pot et imagine déjà l'hiver, la pluie, l'ombre portée, les racines, la taille adulte. Il ne se demande plus seulement « Est-ce que j'aime cette plante ?» Il demande « Est-ce que cette plante peut aimer cet endroit assez longtemps pour me le rendre ?» C'est là que la logique de l'héritage devient plus sérieuse. Plus une plante peut vivre longtemps, plus le choix du lieu compte. Une annuelle mal placée disparaît et l'erreur finit avec la saison. Un grand arbre mal placé peut écrire l'erreur dans le paysage pendant des décennies. Et après l'olivier qui demande le bon climat, puis le pacanier qui demande la bonne échelle, il reste les arbres qui portent encore plus de poids dans le temps. Des arbres qui ne sont plus seulement des fruits sur une terrasse ou une ombre de jardin, mais de véritables décisions pour la prochaine génération. Le genre d'arbre qui peut nourrir, couvrir, attirer la faune, changer le sol sous lui et imposer ses propres règles à tout ce qui pousse autour. C'est à ce moment que le petit plant en pot devient presque trompeur. Dans une pépinière, chez Gamme Vert ou Jardiland, un jeune arbre à noix paraît raisonnable. Il tient entre deux sacs de terreau. On le pose dans le coffre. On pense avoir acheté une promesse de récolte. En réalité, on vient parfois d'acheter 20 mètres de futurs paysages. Le châtaignier de Chine est un bon exemple, parce qu'il semble plus accessible que le pacanier ou que les très grands noyers. Son nom peut faire penser à une curiosité de collection, mais il a une fonction très concrète. Produire des châtaignes, donner de l'ombre, nourrir la faune et installer une structure durable dans un grand jardin ou au bord d'un terrain nourricier. Il faut clarifier une chose. Ce n'est pas le châtaignier européen que beaucoup associent aux forêts françaises. Le châtaignier de Chine, Castanea mollissima, est un autre arbre. Il peut atteindre environ 12 à 20 mètres, avec une vraie couronne adulte. Donc même s'il semble plus raisonnable qu'un pacanier, il ne devient pas pour autant un arbre de petit patio. Il aime le soleil. Il a besoin d'un sol frais, profond, et qui ne garde pas l'eau comme une bassine. Le mot important ici, c'est profond. On ne plante pas un arbre qui doit vivre 50 ans dans un sol compacté, mince, tassé par les travaux, puis on espère qu'il donnera comme dans un vieux verger. Les premières années ne sont pas spectaculaires, mais elles décident beaucoup de la suite.
Un jeune châtaignier de Chine peut coûter autour de 18 à 80 euros selon la taille et le vendeur. Sur l'étiquette, ce prix ressemble à l'achat d'un arbre. Dans la réalité, c'est l'achat d'une place dans le futur jardin. Il faut regarder le terrain et tracer mentalement la couronne adulte. Est-ce qu'il y aura encore du soleil autour? Est-ce qu'il ne sera pas collé à la limite du voisin? Est-ce qu'il ne va pas manger l'espace du potager dans 15 ans? La distance compte aussi pour la récolte. Le châtaignier de Chine se comporte bien mieux avec une pollinisation croisée. Dit plus simplement, un arbre seul peut vivre, fleurir, être beau, et pourtant donner beaucoup moins que prévu. Pour espérer une vraie récolte, il faut souvent penser à un partenaire compatible ou à une autre source de pollen proche. Dans une grande parcelle, une haie comestible large ou un jardin de ferme, le châtaignier de Chine peut avoir une vraie logique. Il donne une nourriture plus dense qu'une fleur, plus durable qu'un légume annuel, et avec le temps, il crée un point d'ombre vivant. Les bogues piquantes demandent un peu d'organisation à la récolte, et les jeunes arbres peuvent avoir besoin d'une protection contre les chevreuils ou les rongeurs. Mais ce sont des travaux de départ, pas un achat répété chaque printemps, et c'est là que le noyer noir demande encore plus de respect. En France, il faut le distinguer du noyer commun, Juglan regia, que l'on connaît mieux dans les vergers. Le noyer noir, Juglan nigra, est un autre caractère. Très apprécié pour son bois, capable de produire des noix, mais clairement fait pour les grands espaces. Dans de bonnes conditions, il peut atteindre 30 à 40 mètres. Ce chiffre suffit presque à décider pour beaucoup de jardins. Ce n'est pas un arbre pour le coin libre près de la terrasse. Ce n'est pas un arbre à planter entre le potager et l'allée parce que le plan est petit aujourd'hui. Le petit plan ment par sa taille. L'arbre adulte, lui, ne mentira pas. Le noyer noir aime le plein soleil et les sols profonds, riches, plutôt frais mais bien drainés. Il développe une racine forte, ce qui rend la transplantation plus délicate avec le temps. Mieux vaut planter un jeune sujet au bon endroit qu'un grand arbre cher au mauvais endroit. Un arbre qui doit devenir immense a besoin de commencer juste. La patience fait partie de son prix. Les premières noix peuvent arriver après 10 à 15 ans dans de bonnes conditions, mais la pleine valeur d'un noyer noir se voit bien plus tard. C'est un arbre que l'on plante moins pour l'été prochain que pour un terrain que l'on veut voir devenir plus vivant avec le temps. Et il impose ses règles. Le noyer noir produit plus de juglones que le noyer commun. Certaines plantes supportent un mal de pousser près de lui. Les tomates, pommes de terre, aubergines, poivrons, choux et asperges peuvent être sensibles. Donc si le meilleur coin ensoleillé du potager est juste à côté, ce n'est probablement pas le bon emplacement. Il y a aussi les noix qui tombent, les coques, les feuilles, l'ombre. Rien de tout cela n'est un défaut si l'arbre est au bon endroit. Ce sont les conséquences normales d'un grand arbre utile. Dans une zone de prairie, sur une grande parcelle rurale, près d'une zone pour la faune, il peut être magnifique. Au-dessus d'une allée propre, d'un petit potager ou d'une cour étroite, il peut devenir une source de travail. L'économie du noyer noir est donc différente. Sa valeur est longue, noix, ombre, habitat, bois, présence. Mais seulement si le terrain peut porter cette présence. Sur un petit terrain, le coût futur de l'ombre mal placée, de la taille, des chutes de noix ou même de l'abattage peut dépasser toute la récolte. C'est pour cela que les grands arbres demandent une étape que presque personne ne fait en jardinerie. Dessiner le futur. Pas un plan compliqué. Juste prendre une feuille, mettre la maison, la limite du voisin, les lignes électriques, l'allée, la fosse septique, le potager, et dessiner le cercle d'une couronne adulte. Pour un châtaignier de Chine, on pense souvent en grand mètre avec un espacement autour de 8 à 10 mètres comme principe de prudence. Pour un noyer noir, on pense encore plus large. Ce dessin évite l'erreur la plus chère. Planter un arbre de génération comme s'il allait toujours rester à hauteur d'épaule. Une vivace mal placée se déplace parfois. Un arbuste se corrige avec le temps. Un arbre de 30 mètres, lui, devient une décision. Mais quand cette décision est bonne, quelque chose change dans la façon de regarder le jardin. On ne pense plus seulement en fleurs de saison ou en récolte de cette année. On pense en nombre futur, en sol protégé, en oiseaux, en nourriture de longue durée, en endroits où les prochains habitants pourront marcher sans savoir qui a planté l'arbre. C'est peut-être cela le vrai sens d'un jardin héritage. Ce n'est pas planter le plus grand arbre possible, c'est planter ce que ta terre peut réellement porter longtemps. Une pivoine peut vivre 1 siècle dans un massif. Un lilas peut parfumer une clôture pendant plusieurs générations. Une vigne peut transformer une treille, un pommier ou un poirier peuvent rendre un bout de pelouse comestible. Mais le châtaignier de Chine et le noyer noir posent une question plus grave. Est-ce que je veux seulement une plante utile ou est-ce que je suis prêt à vivre avec sa version adulte ?
Le bon choix n'est pas le plus impressionnant. C'est celui qui pourra rester sans devenir un problème. Certaines plantes longues sont parfaites pour une terrasse, d'autres pour un mur chaud, d'autres pour une grande prairie, loin des toitures et des potagers sensibles. Alors, avant de charger un arbre à noix dans la voiture, il faut imaginer le bruit des noix qui tomberont dans 15 ans, l'ombre qui glissera sur le terrain, les racines invisibles qui chercheront leur place, les plantes qui aimeront ou non vivre près de lui. Ce n'est pas pour décourager. C'est pour planter avec plus de force. Car une fois les 10 plantes posées dans l'esprit, la tentation serait de les transformer en nouvelle liste d'achats. Une pivoine ici, un lilas là, une vigne, un pommier, un figuier, puis pourquoi pas un olivier, un pacanier, un châtaignier et un noyer. Mais ce serait recommencer le même vieux cycle, juste avec des plantes plus nobles. La vraie bascule n'est pas d'acheter plus durable, c'est d'apprendre à choisir moins vite. Choisir moins vite, ce n'est pas devenir méfiant devant chaque plante, c'est reprendre la main avant que le printemps décide pour toi. La scène revient toujours. Les allées pleines chez Truffaut, Jardiland, Gamme Vert, Botanique ou Leroy Merlin, les pots bien rangés et cette petite voix qui dit « Cette année, il faut refaire le jardin ». Mais un jardin durable ne commence pas par une liste d'achats. Il commence par un seul problème bien choisi, un endroit qui te coûte de l'argent, du temps ou de la déception chaque année. Si le massif devant la maison est vide dès que les fleurs de saison passent, une pivoine peut être le bon premier geste. Elle ne remplit pas tout en un week-end, mais elle peut revenir pendant des décennies si elle a du soleil, un sol qui ne reste pas noyé, et une couronne plantée à la bonne profondeur. Son prix de 10 à 40 € paraît moins léger qu'une barquette, mais la barquette disparaît. Si c'est la clôture qui semble nue, le lilas peut faire plus qu'un pot fleuri. Il donne un parfum, une limite douce, un point de printemps, un écran vivant. Il veut du soleil, de l'air, et parfois 3 à 4 mètres 50 pour devenir ce qu'il promet. Si le coin disponible est une treille, un mur chaud ou une pergola, la vigne devient intéressante. Elle ne demande pas seulement qu'on la plante, elle demande qu'on la conduise. Celui qui ne veut jamais tailler risque de transformer une belle idée en fouillis. Mais avec une structure solide, de l'air, du soleil et une taille d'hiver, un plan à moins de 30 € peut devenir des années de grappes, d'ombre et de boutures. Si l'envie est de faire entrer la nourriture dans le jardin, le pommier ou le poirier peuvent devenir les arbres de départ. Là, il faut ralentir. On vérifie la forme adulte, le sol, le risque de gel tardif et surtout la pollinisation. Un arbre seul peut vivre très bien et donner peu. C'est juste un système incomplet. Si le terrain est très petit, le figuier en bac montre l'autre voie. Un vrai bac, pas un pot décoratif trop serré. Environ 50 cm de diamètre et de profondeur au minimum, et souvent 50 à 70 litres pour une plante qui prend de la force. Sur une terrasse au sud ou au sud-ouest, avec un plan d'hiver, il peut donner un fruit que l'on achète souvent. Si le rêve est méditerranéen, l'olivier peut être magnifique, mais seulement là où l'hiver, le soleil et le drainage lui donnent une vraie chance. En Provence, en Corse, sur la Côte d'Azur, dans un coin abrité du Languedoc ou du Roussillon, il peut devenir une présence longue. Dans une cour froide et humide, il peut devenir une plante que l'on remplace ou que l'on garde vivante à moitié. Si le terrain est vaste, chaud, profond, alors le pacanier entre dans la conversation. Mais pas avant. Un arbre de 20 à 30 mètres ne se choisit pas comme une plante de terrasse. Il faut imaginer son ombre, ses racines, sa place dans 20 ans. Parfois, le choix le plus économique est de ne pas planter l'arbre qui aurait coûté le plus cher plus tard. Et si l'on pense à l'échelle d'une grande parcelle, le châtaignier de Chine ou le noyer noir peuvent eux devenir de vrais arbres d'héritage. Le premier demande souvent un partenaire pour mieux produire. Le second impose ses règles avec son ombre, ses noix, ses feuilles, et les plantes sensibles à la juglone comme les tomates, les pommes de terre, les aubergines, les poivrons, les choux ou les asperges. Ce sont des conditions à accepter avant de planter. Alors, avant le prochain achat, il y a une petite visite à faire dans son propre jardin. Pas avec un panier, avec les yeux. D'abord le climat réel, pas la France, parce que cela ne veut pas dire grand-chose pour une plante. La Bretagne, l'Île-de-France, l'Alsace, le Massif central, le Sud-Ouest, la Provence ou la Corse ne donnent pas le même hiver, ni le même été. Même dans une même ville, un mur plein sud et un fond de jardin humide peuvent être deux mondes différents. Ensuite, le soleil. Pour beaucoup de fruitiers, lumineux ne suffit pas. Il faut souvent au moins 6 heures de soleil direct pour que les feuilles fabriquent assez d'énergie. Puis, le drainage. Après une grosse pluie, regarde où l'eau reste. Les racines ne demandent pas seulement à boire, elles demandent aussi de l'air. Beaucoup de plantes meurent plus vite dans une terre trop mouillée que dans une terre un peu sèche.
Ajouter de l'engrais à des racines qui étouffent, c'est comme servir un repas dans une pièce sans oxygène. Après cela, il y a l'espace adulte, pas la taille du pot, pas la hauteur du plant aujourd'hui. Une pivoine tient dans un massif. Un lilas devient un arbuste réel. Une vigne peut courir sur plusieurs mètres. Un pommier ou un poirier peut rester compact si la forme est bien choisie, ou prendre beaucoup plus de place. Un pacanier, un châtaignier ou un noyer noir changeant la carte du terrain. Puis vient le temps. Une plante d'héritage ne travaille pas avec le calendrier d'une jardinière fleurie. Après une saison, la victoire peut être une reprise saine. Après 2 saisons, une touffe plus forte, un arbuste qui s'épaissit, une vigne qui demande une vraie taille. Après 3 saisons, on commence à voir ce qui tient et ce qui a été mal placé. Enfin, il faut être honnête avec l'entretien. Low maintenance ne veut pas dire sans travail. La pivoine demande une bonne plantation. Le lilas demande parfois une taille juste après floraison. La vigne demande une taille sérieuse. Le figuier en bac demande de l'eau et un hiver pensé. Le châtaignier demande une pollinisation. Le noyer noir demande de vivre avec ses règles. C'est là que le coût réel apparaît. Le prix sur l'étiquette n'est qu'un début. Le vrai coût, c'est le prix multiplié par le nombre de remplacements, plus le risque que la plante n'ait jamais été faite pour cet endroit. Une annuelle à 3 € peut coûter plus cher qu'un arbuste à 30 € si elle revient dans le panier chaque printemps. Une plante chère peut être économique si on ne l'achète qu'une fois. Le but n'est pas de ne plus jamais acheter de plantes. Le but est que chaque achat construise quelque chose. Une racine qui reviendra. Un arbuste qui remplira un vide. Une treille qui donnera de l'ombre. Un fruitier qui nourrira un peu. Un arbre qui aura encore du sens quand l'étiquette aura disparu. La première année, ce jardin peut sembler plus calme que le panier de fleurs habituel. Il y aura peut-être moins d'effets immédiats. Mais il y aura une plante qui n'a pas besoin d'être rachetée. C'est comme cela que le cycle se casse, doucement. La saison suivante, tu peux encore acheter des annuelles pour un pot, parce qu'elles font plaisir. Mais tu ne leur demandes plus de réparer tout le jardin. Tu sais que le massif a sa pivoine, que la clôture a son lilas, que la treille a sa vigne, que le coin de soleil attend peut-être un fruitier plutôt qu'une solution rapide. Un jardin ne devient pas plus simple parce qu'on travaille plus fort. Il devient plus simple quand les bonnes plantes font le bon travail au bon endroit. C'est du soleil qui devient feuille, de la feuille qui nourrit une racine, de la racine qui survit à l'hiver, puis d'une plante qui revient sans nouveau prix, collée dessus. Le vieux savoir paysan avait compris une chose que le printemps moderne nous fait oublier. On n'économise pas en achetant toujours moins cher. On économise en remplaçant moins souvent, en plantant moins vite, en regardant le sol avant l'étiquette. La prochaine fois que le caddie se remplira, arrête-toi devant une seule question. Cette plante va-t-elle me faire revenir ici l'an prochain pour résoudre le même problème, ou va-t-elle commencer à le résoudre elle-même? Si la réponse est la deuxième, le jardin change déjà. Pas parce qu'il devient parfait, parce qu'une partie de lui a enfin cessé d'être une dépense de printemps et devient une présence.